Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Allons-y. Est-ce que vous entendez bien? Bon, parfait. Merci à toutes et tous d'être présents ce soir et toutes les personnes en présentiel et également en distanciel qui nous suivent pour cette première conférence de l'Observatoire de l'information et des stratégies d'influence que nous avons lancée à quatre au printemps dernier avec Gérard Grisbeck ici présent au premier rang, qui est le directeur de l'Observatoire et chercheur associé à l'IRIS, Cédric Sangalini qui est également présent au premier rang, et puis Hélène, qui est ici présente également. Et donc, ce soir, nous avons la chance d'accueillir quatre personnes pour évoquer le sujet géopolitique de l'information, enjeux, acteurs et méthodes. Et donc, ces quatre acteurs, je vais les présenter tout de suite. Nous avons tout d'abord Hélène, donc journaliste et membre cofondateur de l'Observatoire. Boris Laurent, manager conseil chez Soprasteria Next, historien spécialiste en relations internationales et également officier de réserve opérationnelle au commandement du combat futur. À ma droite, nous avons également Cléo Collomb, maîtresse de conférence à l'Université Paris-Saclay, coordinatrice du projet Spreads dans le cadre de l'appel à projet Astrid géré par l'AID sur la guerre cognitive. Et pour finir, Émilie Bonnefoy, CEO d'Open Sésame et officier de réserve opérationnelle au pôle anticipation stratégique et orientation, ASO, de l'état-major des armées. Euh, et donc, je me permets également de vous donner en exclusivité la publication cet après-midi de l'article d'Hélène sur la santé et la désinformation au niveau de la santé aux États-Unis, que vous pouvez retrouver donc dès à présent sur le site de l'Observatoire, enfin sur le site de l'IRIS, sur l'onglet de l'Observatoire. Euh, et donc, pourquoi, en quelques mots très rapidement, pourquoi cet observatoire? Alors, c'est issu de discussions des quatre personnes que j'ai citées, qui sont toutes passées ou toutes actuellement dans le journalisme, sur un besoin de prendre du recul sur l'information et sur la construction de cette information. Et en échangeant, on a bien perçu que l'information, elle n'est pas unilatérale, elle n'est pas immobile, que les médias participent évidemment à cette construction, mais également les États, les entreprises, les ONG, les fondations, les citoyens, et en fait tout acteur qui prend la parole publiquement. Euh, et donc cette élaboration de l'information, elle est dynamique, mais elle est également réfléchie et parfois, souvent, avec des stratégies bien établies de diffusion de cette information pour atteindre des objectifs bien précis. Et le World Economic Forum a cité, enfin a donné pour 2 années d'affilée la priorité sur la désinformation dans les menaces majeures à court terme, devant les phénomènes météorologiques extrêmes, les conflits armés, la polarisation des sociétés, entre autres, ce qui révèle également l'importance stratégique de comprendre ce phénomène de stratégie d'influence, euh, dans lequel on peut citer la désinformation, par exemple. Et avant de commencer, je voulais juste vous donner un rapide extrait également d'un ouvrage qui s'appelle La Subversion, qui a été publié en 1971 pour la première édition et qui, je pense, est une bonne base de départ pour ces échanges. Il a été écrit par Roger Mucchielli, français, psychologue et universitaire. Et donc, ces deux paragraphes. Ce qui importe ici, à l'occasion de l'histoire de la subversion dans la guerre, c'est de souligner que jusqu'au cours de la Seconde Guerre mondiale, la subversion a été utilisée comme auxiliaire de la guerre classique, celle qui se déroule et qui se conclut sur le terrain par les armes. Un changement radical semble s'être opéré depuis une vingtaine d'années. Une nouvelle conception de la guerre étrangère estompe peu à peu la conception traditionnelle, et dans cette nouvelle forme de guerre, la subversion est devenue l'arme principale. La conception classique faisait de la subversion et de la guerre psychologique une machine de guerre parmi les autres pendant le temps des hostilités, et elle s'arrêtait à leur fin. Les États d'aujourd'hui, coincés par cette distinction archaïque, n'ont pas compris que la guerre psychologique fait éclater la distinction classique entre guerre et paix. Et donc ça fait écho à beaucoup d'éléments, je pense en particulier au chef d'état-major des armées précédent, Thierry Burkhardt, qui a travaillé sur ce sujet, et on pourra en parler pendant cette table ronde, justement. Pour commencer, je vais donner la parole à Hélène Pédèche. Hélène, vous avez publié un article donc, cet après-midi sur la désinformation en lien avec la santé aux États-Unis. Pour commencer, quels sont les constats que vous avez réalisés sur ce sujet? Avec quelles tendances, quelles méthodes employées et quelles conséquences?
vaste question que je vais essayer de résumer. Là, en fait, mon propos, c'était d'essayer de voir comment la désinformation made in USA, en bon français, met la santé du monde en péril. Alors, la désinformation sanitaire aux États-Unis, elle n'est pas nouvelle. On se souvient que pendant la crise Covid, Donald Trump préconisait de s'injecter du désinfectant ou de boire de l'eau de Javel. Mais avec ce second mandat, il s'avère que l'administration Trump a vraiment transformé la santé en champ de bataille politique, qu'on est parti de diffusion de fausses informations plutôt opportunistes, un peu comme ça lui passait par la tête, à vraiment une politique coordonnée, structurée et institutionnalisée, avec une stratégie de gouvernance. Pour moi, l'un des premiers témoins de ce phénomène-là, de cette bascule-là, c'est la présentation en mai dernier du rapport MAHA. Alors MAHA, Make America Health Again, qui reprend le slogan de Donald Trump, MAGA, Make America Great Again, donc rendre à l'Amérique sa santé. En fait, il s'est avéré que c'était un des principaux axes de la politique gouvernementale de Donald Trump. Il s'est avéré que, en fait, 4 études au moins présentées dans ce rapport-là et qui permettaient de justifier des décisions sanitaires n'existaient pas, en fait, qu'elles avaient probablement été, alors certainement biaisées et probablement générées par l'intelligence artificielle. Donc voilà. La désinformation aux États-Unis, c'est, à mon sens, d'abord la rencontre de 2 personnes. Donald Trump, on l'a dit, qui a été le principal agent désinformateur pendant la crise Covid. On parlait d'ailleurs, l'OMS parlait d'infodémie, un néologisme qui contracte l'information et l'épidémie. Et d'ailleurs, on est en droit de se demander si à cette époque-là, c'était vraiment de la désinformation au sens littéral du terme, puisque dans la désinformation, selon la définition que donne l'OMS, il y a une volonté de nuire. Là, est-ce qu'il y avait véritablement une volonté de nuire? Est-ce que ce n'était pas plutôt de la mésinformation? On est en droit de se poser la question, est-ce que Donald Trump, à ce moment-là, ne cherchait pas plutôt à minimiser la gravité de l'épidémie et à rassurer le public? Donc, d'un côté, on a Donald Trump et de l'autre côté, on a celui qui est devenu son secrétaire d'État à la santé, son secrétaire à la santé, qui est Robert Kennedy Jr., neveu du président démocrate assassiné, et qui, lui, est un fervent anti-vax, et qui, en plus d'être anti-vax, est aussi anti-lobby, anti-lobby contre les grands groupes pharmaceutiques. Il se bat depuis très longtemps aussi contre les groupes agroalimentaires. Et donc, c'est la rencontre, la réunion de ces 2 personnes, puisque Kennedy, qui était d'abord candidat à la présidentielle, finalement, s'est retiré et a, en quelque sorte, fait un pacte avec Donald Trump en disant, bon, ben voilà, moi, je me retire, mais en échange, je veux prendre la main sur la santé et les affaires sanitaires, ce qu'il a obtenu. Et Donald Trump, d'ailleurs, au soir de son élection, dit, vous avez carte blanche. Kennedy, je lui donne carte blanche pour gérer tout ce qui est santé, pour gérer tout ce qui est science, pour gérer tout ce qui est industrie agroalimentaire. Ce qui fait que lui, il a sous sa tutelle 13 agences fédérales, dont 3 des plus importantes, la FDA, le NIH et le CDC. Et ces 2-là, en fait, permettent, en quelques mois, puisqu'on est à moins d'1 an, hein, depuis l'arrivée au pouvoir à la présidence de Donald Trump, vont en quelques mois vraiment orchestrer la désinformation en santé, l'institutionnaliser et de façon complètement décomplexée, de manière de plus en plus décomplexée, je dirais. Ça passe par quoi? Ça passe par, comment dirais-je? D'abord un remplacement de l'expertise scientifique et sanitaire
par de l'opinion. Alors, on a vu qu'il y avait des études qui étaient biaisées, voire franchement générées de manière complètement artificielle. Il y a aussi de la censure. Kennedy a assez vite publié une liste de plusieurs centaines, au moins de 100 termes qui sont bannis des études scientifiques. Alors ça va de tout ce qui concerne le genre, de tout ce qui est en relation avec la féminité, utérus, avec l'ethnographie, tout ce qui est black, des termes comme black, féminisme, tout ce qui est évidemment dans la mouvance LGBT, tout ça c'est banni, ça doit être banni des institutions fédérales, parce que sinon, eh ben, le risque, c'est qu'il y ait des coupures budgétaires. Donc il y a à la fois cette censure, et puis le corollaire, c'est qu'il y a une autocensure, forcément, des scientifiques. Il y a aussi un narratif avec une architecture informationnelle qui est assez bien rodée. Là, je reprendrai un peu ce que disait Raphaël Chemoncy. C'est toujours la même. On part du principe que le discours doit être, le narratif doit être simple, facile à comprendre, assez cohérent de manière à pouvoir déterminer qui est le coupable, manichéen. On n'est absolument pas dans la nuance. Ça doit faire référence à un écho mémoriel ou à des croyances, si possible personnelles, ça touche davantage, et puis activer 2 émotions vraiment essentielles chez l'homme, qui est la peur ou le désir. Ça peut être aussi la colère. Donc voilà. L'administration Trump, pour cela, eh bien, elle s'appuie sur des paysages médiatiques et des plateformes numériques qui lui sont devenus très favorables. En 2020-2021, les réseaux sociaux bannissent et modèrent, alors de manière imperfectible, hein, de manière très perfectible, pardon, mais elles peuvent bannir. Donald Trump s'est fait bannir en 2019-2020 pour avoir tenu des propos rapport au Covid, en disant notamment, je crois, que les petits-enfants étaient de facto immunisés contre le Covid. Il a été banni de X. Depuis le rachat de X par Elon Musk en 2022, eh bien, tous ces influenceurs, toutes ces personnes qui n'accédaient plus aux réseaux sociaux, ont pu réintégrer les plateformes numériques, et au nom de la liberté d'expression qui est très chère aux États-Unis, dire un peu tout et n'importe quoi. Voilà. Est-ce que je vais peut-être m'interrompre là parce que je C'est parfait. la parole. Merci Hélène. Alors, il y a plein de termes que vous avez abordés. Je pense à l'infodémie, à la désinformation, également la question des algorithmes avec les émotions qui sont derrière. Pour continuer sur ces éléments, Boris Laurent, après donc ces exemples qui sont dans l'actualité, est-ce que vous pouvez nous décrire, s'il vous plaît, la vision russe de la guerre informationnelle, en quoi les dynamiques informationnelles s'inscrivent dans un continuum historique, avec l'usage de l'information comme une arme supplémentaire en temps de guerre, mais aussi de paix, et ce qui va peut-être à l'encontre des dogmes classiques guerre et paix qu'on a en France. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. En effet, si on se penche sur le cas de la Russie, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que d'abord, ce n'est pas une histoire récente, c'est une histoire qui est assez ancienne sur la désinformation. Si on parle de stratégie d'influence, on remonte assez loin dans le temps. Et en fait, il faut remonter non pas aux opérations en Crimée ou même dans le Donbass, même pas à la guerre froide ou à l'URSS. Il faut remonter à la fin du 19e siècle et à la période des tsars, et avec la création notamment de la police secrète tsariste, l'Okhrana, qui est la première véritable institution à travailler sur la désinformation, la manipulation des esprits, et qui a publié un faux célèbre qu'on appelle le protocole des sages de Sion, qui présente un complot juif et maçonnique qui s'apprête à prendre le contrôle du monde
Et ce faux, alors il y en a eu plusieurs hein, qui ont été publiés, et ce faux n'a jamais été ordonné par le tsar, hein, qui se dégage toujours de toute responsabilité, tout comme les programmes n'ont jamais été ordonnés par le tsar, mais par un policier zélé qui a créé donc, ce faux. Donc là, on est déjà dans la manipulation, dans la désinformation et le contrôle des esprits. Le phénomène de la désinformation et des stratégies d'influence prend corps véritablement avec l'URSS, qui va reprendre les techniques de l'Okrana et qui va elle aussi avoir sa police politique, alors sous diverses formes, NKVD, KGB, des services extérieurs, intérieurs, et qui vont eux aussi développer et affiner en réalité les méthodes qui avaient été développées par l'Okrana. Et dès les années 20, les soviétiques vont mettre en place notamment alors ça va s'étaler sur toute la guerre froide, mais trois types de manipulation, en tout cas de possibilités d'opération. La première vient du champ militaire, c'est la maskirovka, qui est en fait simplement le camouflage ou la tromperie. Donc ça peut être camouflage de matériel, d'unités par exemple. La tromperie sur donner de fausses informations pour intoxiquer l'ennemi. Donc ça, on l'a beaucoup vu, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. En termes militaires, vous avez de très belles opérations, comme celle de Stalingrad, par exemple. L'opération Uranus, qui encercle la 6e armée allemande à Stalingrad, réussit en partie par le défaut du renseignement allemand qui est passé complètement à côté de la question à ce moment-là, et par la capacité des soviétiques à masquer l'agrégat d'unités, des millions d'hommes, des milliers d'avions, de chars au nez et à la barbe des Allemands sans que les Allemands s'en aperçoivent. Donc ça, c'est une première opération, la Maskirovka. On le retrouve à la bataille de Koursk en juillet 1943, où les Soviétiques feignent une offensive dans le sud de la Russie pour attirer des forces allemandes, ce qui permet de déclencher des contre-offensives et de reprendre le saillant de Koursk au mois d'août 1943. Donc ça, c'est le volet militaire, si vous voulez. Et ce volet militaire va servir au volet politique, notamment du KGB, qui, dès les années 50, va créer un département entièrement consacré à la désinformation en utilisant cette maskirovka. Donc l'objectif de ce département, c'est de façonner la perception des opinions étrangères, d'infiltrer les réseaux d'intellectuels, de journalistes, par exemple, occidentaux, bien sûr, d'inventer des scandales. Alors, ça peut être des scandales qui visent des individus, mais aussi des États. Donc, les États-Unis et l'OTAN en particulier. Donc, une énorme part du budget, finalement, du KGB va être investie dans cette forme de désinformation et de manipulation. Le deuxième concept qui est très important, et aujourd'hui on en parle beaucoup, c'est le concept de contrôle réflexif qui a été travaillé dans les années 60 jusqu'aux années 1980, à la fois par les soviétiques, mais aussi par les Américains, bien sûr. L'objectif du contrôle réflexif, finalement, c'est de pousser l'adversaire à, choisir une option que vous avez vous-même choisie, tout en lui faisant croire qu'il l'a choisie en libre arbitre. Voilà. Et donc ça, les soviétiques sont devenus très très forts dans ce domaine-là pour manipuler les esprits. Par exemple, pendant la guerre froide, ils diffusaient régulièrement de fausses informations sur leur arsenal nucléaire pour pousser les États-Unis à réorienter leur budget militaire. Il y avait une espèce de recherche d'épuisement financier et budgétaire. Bon, le problème, c'est que pour eux, les soviétiques, c'est eux qui ont perdu finalement cette course aux armements, qui ont été épuisés financièrement, mais ça a fait partie de ces stratégies. Toujours dans ce réflexive control, finalement, il y a ce qu'on appelle le tuyau à mensonges. Donc, c'est inonder le plus possible et de manière massive le monde de fausses informations, d'informations contradictoires, très efficaces, mais voire carrément absurdes. Et l'objectif, finalement, c'est pas pour convaincre l'adversaire, mais c'est pour le saturer, le désorienter et l'épuiser.
Et on voit aujourd'hui que ça fonctionne assez bien, d'ailleurs, avec la guerre en Ukraine, par exemple. On en reparlera tout à l'heure, je pense. Enfin, la troisième mesure, c'est ce que les soviétiques appelaient les mesures actives. Là aussi, le KGB a créé un département entièrement consacré à ces mesures actives. Et donc là, on est dans la subversion politique, toujours dans la désinformation. Et là, on est plus dans la manipulation des médias, des mouvements sociaux, voire des élites occidentales, pour affaiblir la cohésion des démocraties. Donc, comme exemple, on a, par exemple, dès les années 1920, on sait que la police politique soviétique, enfin bolchevique, organisait, créait de fausses organisations anticommunistes pour piéger les opposants russes en exil. On a aussi, dans les années 1980, l'URSS a propagé le mythe que le virus du VIH, en fait, avait été créé par les États-Unis en laboratoire. Et donc, ce mensonge-là, par exemple, a alimenté, je rejoins ce que vous disiez, des groupes conspirationnistes sanitaires, notamment. Il y a eu aussi, ça c'est très intéressant, toujours dans les années 80, l'URSS a financé et a infiltré des réseaux, des mouvements pacifistes ou antinucléaires en Europe de l'Ouest pour miner le soutien à l'OTAN, notamment. Donc ça, c'est pour la partie proprement soviétique. Il y a eu, à la chute du mur, il y a eu un néant pendant quelques années où le régime et la Russie a un peu flotté. C'était un peu c'était le chaos en Russie. Et donc tout le système finalement étatique de contrôle de l'information, de production de désinformation et de manipulation s'est effondré en fait avec le régime. En réalité, tout ce système va renaître finalement de ses cendres avec l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir. Sauf que ce que va faire Poutine, en fait, il va bénéficier à la fin des années 90, donc en 99, quand il revient, il bénéficie de la révolution numérique. Et donc, ça va lui permettre ça va lui offrir une plus large palette d'outils pour ces opérations de désinformation et de manipulation. Merci, on pourra approfondir justement dans la deuxième partie de la table ronde cet élément. Et donc là, on a eu beaucoup d'éléments d'ailleurs sur l'hybridité des conflits. Et c'est une transition parfaite pour Émilie Bonnefoy sur justement cette notion d'hybridité. Vous êtes impliqué dans la sphère cyber avec votre entreprise, également en tant que réserviste au pôle ASE, comme je disais tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez approfondir cette notion d'hybridité des conflits au prisme de l'utilisation de l'information? Et quels sont les enjeux majeurs aujourd'hui identifiés par les armées, mais d'ailleurs plus globalement pour la société civile? Ah, ça y est, ça marche. Donc, je vais effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et notamment, vous avez partagé des illustrations de guerre hybride, qui est un concept notamment qui avait été développé par l'ancien chef d'état-major des armées russes, Gerasimov, en 2014, et qui constitue un peu le fil rouge de la doctrine russe. Moi, je vais tenter de vous donner une définition un peu académique de la guerre hybride, et puis peut-être expliquer en quoi aujourd'hui elle est problématique et comment les armées peuvent y répondre. Donc, un conflit hybride, en fait, c'est un conflit qui va combiner de manière coordonnée et simultanée des moyens militaires conventionnels. Donc, on l'a vu notamment quand on survole une frontière avec des drones, mais aussi des moyens irréguliers, asymétriques, qui peuvent être, agir sur le plan, qui peuvent concerner la sphère économique, mais aussi la sphère informationnelle ou cognitive. Donc, c'est vraiment la multiplication simultanée des différents registres d'action, avec un effet recherché qui est de brouiller les frontières, en particulier entre la notion de paix et de guerre. Donc aujourd'hui, je dirais que c'est un peu l'enjeu
majeur. Et c'est ce qui fait qu'effectivement, notre ancien chef d'état-major des armées, le général Burkhardt, disait que finalement, l'alternance entre la notion de paix et la notion de guerre, elle devient compliquée pour lire aujourd'hui les attaques informationnelles. Et donc, il a effectivement introduit ce triptyque compétition, contestation, affrontement, avec l'idée d'essayer d'avoir une autre grille de lecture de ces différentes attaques hybrides. Quand on parle de brouiller les repères traditionnels, il y a évidemment le repère, comme je l'ai dit, entre la guerre et la paix, qu'on avait d'ailleurs un peu déjà identifié pendant la guerre froide, et toujours avec cette notion de rester vraiment sous le seuil. Donc, il y a quand même, il y a aussi cet enjeu de ne pas simplement mobiliser des moyens militaires, hein. Donc là, on le voit aussi en Russie, mais aussi en Ukraine, dans la réponse qui est apportée. Il y a cette idée de mobiliser des moyens civils pour agir notamment dans la sphère informationnelle. Donc, on voit effectivement que les réseaux sociaux, les acteurs économiques, type voilà, tous les outils, les satellites voilà, qui vont permettre de fluidifier l'usage des télécommunications, tout ça, on voit qu'on est un peu entre le monde civil et le monde militaire. Et puis, il y a le brouillage aussi de la ligne entre les acteurs étatiques et non étatiques. Et alors, je ne sais pas si vous avez suivi en 2014, en fait, l'invasion de la Crimée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les petits bonhommes verts. Donc, en fait, les petits bonhommes verts, c'était évidemment des Russes, mais voilà, on l'a su après, mais un espèce de groupe qu'on pourrait qualifier de paramilitaire, hein, comme on le voit aujourd'hui aussi en Afrique subsaharienne avec voilà, les Wagner et puis tout ce qui en a suivi, qui en fait formellement n'était pas identifié comme appartenant à une armée, et qui quelque part aussi semait le doute, en fait, semait le doute à la fois au sein de la population, mais aussi à semer le doute chez les grandes puissances européennes et même aux États-Unis. En fait, pendant longtemps, on s'est demandé, mais est-ce que véritablement ce sont les Russes, ce ne sont pas les Russes? Quel effet ça a un effet évidemment de semer la peur au sein de la population, notamment en Crimée, mais ça a aussi pour effet de semer le doute chez les décideurs. Et donc, brouiller, enfin, ces actions hybrides, elles ont aussi pour conséquence de rendre complexe l'attribution. Et en fait, on le sait en Europe, en tout cas dans nos démocraties, et notamment pour déclencher des réponses collectives type l'article 5 de l'OTAN, et en tout cas, voilà, mener à une réponse, en tout cas une réponse politique. En fait, il faut qu'il y ait cette attribution. C'est vraiment, vraiment important. Et donc, le fait de rester toujours en dessous de ce seuil, qui fait que véritablement, on ne peut pas vraiment parler d'attaque armée, fait qu'effectivement, on est à la fois dans une forme d'hybridité, mais aussi dans une forme d'entre-deux. Le lien avec la population, il est assez simple. C'est que si vous êtes européen, enfin français ou estonien ou autre, et que vous voyez que vos dirigeants politiques sont dans l'incertitude sur la possibilité d'attribuer, en fait, ça remet aussi en question les institutions démocratiques. Et c'est aussi un levier qui est utilisé dans le cadre de cette doctrine hybride, on pourrait dire, qui est utilisée pour susciter la fragmentation au sein de la population, et du coup rendre le cadre démocratique finalement illégitime. Voilà sur ce que je peux dire sur voilà, les conflits hybrides. Sur les enjeux, peut-être rapidement pour les armées, évidemment, le premier enjeu, c'est de mieux comprendre, mieux détecter dans le champ informationnel, hein, ces attaques hybrides. C'est évidemment de rétablir les faits, et donc
On le voit, il y a tout un enjeu autour de la production, notamment de contre-narratifs. Il y a un enjeu de résilience, c'est-à-dire être capable de gérer la crise quand, par exemple, on a des informations qui circulent sur la présence de punaises de lit dans le métro, ou sur des rafales, enfin des avions de chasse qui auraient des soi-disant défaillances techniques. Et puis, on en parlera tout à l'heure, hein, mais il y a un enjeu aussi autour de la souveraineté technologique et le fait, effectivement, d'avoir un écosystème, d'être capable de faire preuve d'autonomie stratégique, c'est-à-dire d'avoir le bon écosystème, les bons outils, et notamment des capacités cyber, mais pas que, pour détecter, analyser et répondre à ces attaques et, comme le disait le général Burkhardt, gagner la guerre avant la guerre. Merci Émilie. On a plusieurs notions également dans la continuité sur le brouillage entre la guerre et la paix, entre la notion de seuil également, et le fait de semer le doute dans les démocraties. Et par rapport aux trois premiers intervenants, on a eu aussi plusieurs fois la question cognitive, qui est plus largement, qui est revenue. Hélène a également abordé le lien avec une autocensure sur l'aspect scientifique. Et donc, Cléo Colomb, si on prend du recul sur ces éléments depuis le début, sur la notion de guerre informationnelle, d'hybridité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une guerre cognitive, en quoi elle est basée sur du long terme, en utilisant potentiellement de la désinformation et en jouant surtout sur la construction de la connaissance? Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux et nombreuses ce soir pour parler de ces sujets-là. Bon, définir la guerre cognitive en 5 minutes, en sachant que bon, c'est un concept alors qui est pas nouveau, hein, en tout cas en France, il y a eu des premiers efforts de théorisation au début des années 2000 au sein de l'école de guerre économique. Mais très clairement, il y a un regain d'intérêt pour ce concept, au moins, je dirais, depuis 2021, hein, à partir des travaux qui ont été menés avec l'OTAN, mais aussi à Bordeaux, hein, avec l'École nationale supérieure de cognitique. Donc, mais malgré tout, ça reste le regain d'intérêt, il reste assez récent. Et le champ est quand même en train encore de se structurer, c'est assez mouvant, donc pour ne pas être trop caricatural, je vais essayer quand même de donner quelques éléments. Déjà, bon, il y a des champs disciplinaires très différents qui s'occupent de la guerre cognitive, mais dernièrement, là, depuis 2021, c'est beaucoup les sciences cognitives ou les neurosciences qui s'intéressent à ce concept-là. Ce qui se ressent puisque on va définir la guerre cognitive comme une guerre qui va placer les cerveaux au cœur des conflits. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'un cerveau? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est peut-être au moins aussi difficile à définir que l'information. Mais on peut au moins peut-être donner quelques éléments. Le cerveau, ça va être l'intelligence, ça va être la pensée, ça va être la perception, ça va être les croyances, la mémoire. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui rentrent dans la catégorie du cerveau. Mais on peut peut-être se dire que le concept de guerre cognitive, il sert aussi à analyser les attaques qui vont chercher à exploiter les automatismes cognitifs. On a parlé tout à l'heure des punaises de lit, bah, c'est un très bon exemple, puisque bah, ça fait peur, hein. Ça a été dit aussi tout à l'heure avec les émotions, donc ce que certains peuvent appeler le biais attentionnel, hein, qui fait qu'on va prêter plus d'attention à des contenus qui vont stimuler la peur, ou le biais de négativité, donc c'est plutôt porter plus d'attention aux contenus négatifs. Il y a l'effet de simple exposition aussi, qui fait qu'à force d'être exposé à un même contenu, on finit par y croire ou plus à y adhérer. Voilà, c'est ces automatismes-là qui cherchent à être décrits, analysés, saisis quand on parle de guerre cognitive. Si on veut le résumer, pour distinguer un peu ce concept de la guerre de l'information, alors c'est pas du tout des concepts qui sont concurrents, hein, c'est vraiment comme avec l'hybridité, c'est des concepts qui sont complémentaires, qui visent à essayer de saisir une réalité dans laquelle on est pris. En fait, si on n'a pas de mots pour décrire ce qui nous arrive, c'est très difficile d'analyser ce qui se passe. Eh bien, on pourrait simplement dire que la guerre cognitive, en fait, c'est pas tellement l'information en tant que telle qui est en jeu, au sens
nuance de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est un bon contenu ou non. Donc, c'est pas l'information en tant que telle, mais c'est la façon dont on va y réagir. C'est la façon dont on va l'interpréter. Et c'est vraiment cette idée de, c'est pas le contenu du message en tant que tel, mais vraiment, qu'est-ce qu'il nous fait, comment il nous mobilise, comment on y réagit. Et donc, quand je dis on y réagit, hein, c'est un peu flou, mais c'est volontaire. C'est le on. Ça peut être les décideurs, hein, ça a été dit tout à l'heure. Ça peut être les experts. Voilà, on parlait de la santé tout à l'heure. Mais la population, de manière générale, également. Comment est-ce qu'elle va réagir face à certains contenus? L'image qui est parfois prise pour parler de cette distinction entre guerre cognitive et guerre de l'information, c'est faire de la publicité pour un soda au cinéma. Bon, ben, vous avez une image devant vous avec de l'information, du contenu qu'on va véhiculer, qui vise à vous convaincre d'aller acheter cette boisson. C'est une manière de faire. L'approche guerre cognitive, ce serait plutôt on va augmenter la température de la pièce pour que à la fin vous ayez tellement soif que vous allez prendre la première boisson qui vous passe sous la main. Et il suffit de se placer au bon moment, au bon endroit, et quelque part ça fonctionne. Donc voilà, c'est un petit peu cet état d'esprit qu'il y a dans la guerre cognitive. Et moi, j'aime bien essayer de la comprendre en disant que la guerre de l'information, elle va plutôt cibler l'information. Et effectivement, la guerre cognitive, elle va cibler la connaissance. Alors pareil, connaissance, c'est un peu comme cerveau. Je ne sais pas si on avance beaucoup. Mais bon, il y a l'avantage, c'est qu'il y a des théories de la connaissance. Il y a aussi des modèles. Et le modèle que je trouve assez facile à saisir et qui permet d'éclairer la situation, c'est le modèle qui consiste à distinguer la donnée de l'information de la connaissance. Donc la donnée, ça va être l'élément brut, donc il n'y a pas vraiment de contexte. Si on dit il fait 10 degrés, enfin bah déjà j'ai déjà trop dit, si je dis juste 10 degrés, ou si je dis 2028 suicides le 6 novembre aux États-Unis, bah, voilà, c'est de la donnée. Il n'y a pas encore vraiment de construction de sens parce qu'il nous manque le contexte. Il nous manque la capacité à l'interpréter. Et donc, justement, le moment où la donnée prend du sens, donc quand on lui amène du contexte, là, on arrive dans l'information. Et donc, dans l'information, ça peut être demain, il fera 10 degrés à Paris. Voilà, là, je comprends qu'on parle de météo, j'ai un peu de contexte. Et si je reprends l'histoire des suicides, bon, en fait, c'était le nombre de suicides qu'il y aurait eu le soir de l'élection de Donald Trump. Mais la vraie question, c'est ce nombre, en fait, enfin, ce chiffre, c'est quoi le chiffre habituel? Parce que si on dit 2028, tel jour, ça n'a pas de sens si on n'a pas le contexte dans lequel il s'insère. Et enfin, la troisième couche, qui est la connaissance, c'est le moment où on va utiliser les informations pour agir. Alors, agir, ça peut être si demain il fait 10 degrés à Paris, je vais prendre un manteau. Ça peut être si effectivement il y a beaucoup de suicides aux États-Unis, et bien plutôt que de lutter contre Donald Trump, il vaut mieux peut-être essayer de mener des politiques contre le mal-être chez les jeunes. Enfin voilà, c'est comment j'utilise l'information pour agir, pour prendre des décisions. Mais quand je dis agir, c'est aussi me faire une représentation du monde, c'est me créer un imaginaire, c'est voilà, juger, c'est interpréter ce qu'il y a autour de moi. Donc, pour le dire vraiment en une phrase très synthétique, la guerre cognitive, elle s'installe vraiment sur le ton très long. Le but, c'est d'altérer de manière durable les cadres idéologiques, les imaginaires. Et c'est voilà, c'est une stratégie. Et en fait, ce concept de guerre cognitive, il est quand même vraiment utile parce qu'il nous permet de mettre le doigt, non pas sur quelque chose de nouveau. Hein, déjà, ça a été dit très bien tout à l'heure sur la Russie. Il y a quand même des choses qui existent depuis très longtemps. La manipulation des esprits, bon, c'est pas du tout nouveau. Mais si on a besoin de ce concept aujourd'hui, c'est parce qu'on sent que quand même quelque chose est en train de se passer qui dépasse nos cadres d'analyse. Et voilà, peut-être que c'est maladroit, peut-être que on réinvente un peu l'eau chaude, mais pas complètement, parce que ça permet de se saisir d'une réalité et de comprendre que, en fait, on est en train de subir quelque chose de massif qui touche à des choses plus profondes que, je mets des gros guillemets à juste, la couche informationnelle. Mais voilà, et donc ça nous transforme vraiment en profondeur.
Merci beaucoup. On a effectivement cette distinction sur du plus court terme et plus long terme. Et on a également, dans ce que vous avez dit, la référence à des outils qui sont utilisés en intelligence économique. Vous avez cité l'école de guerre économique, et on y fera référence tout à l'heure dans le deuxième tour de table qu'on va commencer tout de suite. Alors, en étant un poil plus succinct, puisqu'on a des impératifs horaires. Euh, Boris Laurent, sur le plan cognitif et hybride, les Russes ont développé des méthodes peu coûteuses et ils les mettent en pratique actuellement. Quels exemples actuels vous pouvez nous donner qui vous semblent particulièrement parlants et quelles conséquences de cette utilisation de l'information? Oui, en fait, les Russes, aujourd'hui, depuis l'arrivée de Vladimir Poutine, ont construit plusieurs outils qui leur donnent une large palette en fait, de possibilités pour manœuvrer et puis pour mener cette guerre hybride ou non linéaire, comme l'a dit Émilie tout à l'heure, c'est-à-dire être sous le seuil et ne pas savoir exactement ce qui se passe, quoi. Et est-ce que c'est anodin, est-ce que c'est grave? Enfin, on a du mal à gérer le degré de l'information qui nous parvient. Donc, Vladimir Poutine a commencé par les médias, le contrôle des médias et notamment l'international pour diffuser une information sous contrôle du Kremlin. On a Sputnik, qui est une des chaînes les plus connues, qui jusqu'à la guerre en Ukraine et même au tout début de la guerre en Ukraine était encore visible et on pouvait toujours l'écouter en France et en Europe. On a Russia Today, qui est là aussi une grosse plateforme de diffusion de différentes émissions. Alors là, on est vraiment par rapport à Sputnik, on n'est plus sur du soft power parce que c'est vraiment très culturel. Mais c'est un moyen qu'a trouvé qu'ont les Russes d'influencer, en tout cas de tenter d'influencer, de paraître aussi moins dangereux qu'ils ne le sont vraiment. Voilà, donc Russia Today, c'est les deux chaînes avec Sputnik qui sont les deux médias qui étaient des deux médias très importants. Parallèlement à ça, on a ce qu'on appelait les fermatrolls. Donc le Kremlin recrute, en fait, a énormément recruté d'étudiants, voire de professionnels enfin, doués, en tout cas obéissants, et pour produire du contenu massivement, pour inonder en fait les réseaux sociaux occidentaux, enfin les plus grands réseaux, les plus connus, et pour tenter de faire passer des messages toujours sous contrôle de l'État. Donc ça, c'est Fermatrol, c'est des hangars remplis de personnes qui, toute la journée, balancent de l'information, créent de faux comptes Twitter, enfin, Facebook, etc. Donc ça, c'est un autre moyen. Après, on a un autre degré, on a la création, par exemple, d'une multitude de sites internet qui, le plus souvent, ne crée pas il n'y a pas de création originale, finalement. C'est le relais de discours du pouvoir, notamment, enfin, qui passe par Telegram, notamment. Donc on a eu, là on en a parlé il y a encore récemment, la plateforme Portal Combat, qui est en fait une plateforme gigantesque qui réunit plus de 200 sites internet, mais qui ont tous le même objectif, c'est de faire passer le message du Kremlin et de reprendre les messages officiels. Il y a des plateformes comme Matryoshka, par exemple, qui était une plateforme exclusivement dédiée à la saturation de ceux qui contrôlaient les faits en Europe occidentale. Donc tous les fact-checkers, en fait, étaient inondés de fausses informations. Et ce que faisaient les trolls russes, en réalité, c'était de les contacter directement à titre personnel et de les inonder avec de fausses images en leur demandant de vérifier en fait l'authenticité de ce qu'ils leur montraient. Tout cela était faux, bien sûr. Beaucoup étaient générés par IA également, ou sont encore générés par IA, mais c'est pour inonder, pour saturer les fact-checkers en fait. Voilà. Donc ça, c'est un mode, c'est un autre moyen qu'utilise la Russie. Il y a un autre type de site qui est le site Mria, qui signifie en ukrainien le rêve,
qui a été financé et préparé notamment par des oligarques ukrainiens pro-russes, qui était simplement une plateforme pour critiquer le gouvernement de Zelensky, pour critiquer Zelensky et pour essayer de retourner les opinions en Ukraine. Donc ça, c'est vraiment une plateforme, c'est un outil qui a été développé pour l'Ukraine au départ, tout comme Portal Combat d'ailleurs. Portal Combat, en fait, l'idée, c'était de rayonner à travers l'Ukraine et de gagner tous les centres urbains, puis tout l'ouest de l'Ukraine, puisque l'ouest était moins, enfin, non pas moins favorable, mais très, très anti-russe par rapport à l'est de l'Ukraine. Donc l'idée de Portal Combat, c'était ça aussi. Et puis petit à petit, le site et les personnes qui travaillent pour Portal Combat se sont dirigées vers des actions contre l'Europe de l'Ouest. Il y a également le site ou le portail Lacta, qui agit beaucoup. Alors là, c'est un thème important parce qu'il agit beaucoup en Afrique. Donc ça, c'est une plateforme qui a été mise en place par Evgeny Prigogine, qui a été repris par la suite après son décès en 2023. Et donc, l'idée, c'est de désinformer les populations africaines en jouant sur l'anticolonialisme, sur le fait que la France est en train de recruter des combattants d'origine africaine pour les envoyer en Ukraine. Puisque là, on est vraiment dans la désinformation la plus pure, en fait, sur la mobilisation générale, la France va s'engager en Ukraine, etc. Et donc là, c'est les populations africaines qui sont visées, puisqu'on sait que Wagner a été très actif et encore actif en Afrique, et bien que remplacé par le fameux Afrika Korps russe. Mais tout ça, ça fait partie d'un ensemble, et je crois que ce qui a été dit tout à l'heure sur la guerre hybride, ou en tout cas non linéaire, telle que les Russes la conçoivent, c'est un outil de plus qui se rajoute à des outils militaires, des outils de coercition. Voilà. Donc il faut le voir vraiment comme une pièce dans tout sur l'ensemble des outils dont dispose Moscou pour mener ses actions donc, à la fois militaires et non militaires. Merci. Et pour continuer sur le sujet données, informations, connaissances pardon, qu'on a commencé à aborder tout à l'heure, Émilie disait également, parlait également de la souveraineté numérique avec, on peut l'évoquer aussi, l'utilisation des outils qui encadrent nos pratiques et peut-être, alors, je ne suis pas spécialiste, mais l'aspect cognitif justement lié à ces outils. Cléo, on a échangé aussi sur l'exemple d'une IA générative utilisée dans la recherche sur lequel vous travaillez. En quoi cet exemple, que vous pouvez éventuellement détailler, montre que la prédation cognitive est une brique majeure des stratégies d'influence et en attaquant par les outils, mais également par la conception même de la connaissance, oui, la connaissance. Merci. Oui, alors c'est donc on disait, hein, guerre cognitive, c'est vraiment attaque sur le temps long qui cible les connaissances. Il y a toutes les connaissances implicites, donc les représentations du monde, toutes les choses qu'on sait sans savoir qu'on les sait finalement. Il y a aussi un ensemble de connaissances qui sont des connaissances explicites, au rang desquelles on peut ranger la connaissance scientifique. Et donc moi, à ce titre, dans le cadre du projet Spreads, hein, qui était financé par l'AID dans le cadre du programme Astrid Guerre Cognitive, on a beaucoup travaillé sur les attaques de la science. Et il y a une attaque, alors est-ce une attaque, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est assez intéressant dans le milieu de la biologie. Donc là, je vais vous parler d'une IA générative qui s'appelle AlphaFold, que vous connaissez peut-être, développée par Alphabet, donc grosse maison américaine, et qui est intéressante. Donc elle est générative, mais elle ne génère pas du texte. En fait, c'est une IA qui va prédire la façon dont les protéines se plient quand on lui donne en entrée une séquence d'acides aminés. Alors, c'est le travail de la biologie structurale en particulier, que de s'intéresser à cette prédiction du pliage des protéines depuis très longtemps. Et AlphaFold est arrivé et arrive à des performances qui sont complètement incroyables, qui rentrent très clairement en concurrence avec les méthodes expérimentales et qui permettent évidemment de monter en efficacité. À quoi ça sert? Quand même, en 2 mots, ça sert à faire des médicaments. Donc, ça, c'est pas très étonnant si certains acteurs investissent massivement là-dedans. Mais où c'est intéressant, c'est que, bien sûr, à chaque fois qu'on introduit une techno quelque part, il faut se demander quelles
quels sont les coûts cachés, quoi. Qu'est-ce qu'on introduit au passage, outre les gains de performance. Eh bien, avec AlphaFold, il se passe un certain nombre de choses qui sont problématiques. Premièrement, donc, c'est une IA générative, donc elle a besoin de s'entraîner, elle a besoin de données d'entraînement. Là, pour le coup, c'est des données d'entraînement qui sont publiques, puisque c'est des données qui viennent de la Protein Data Bank, qui est une base de données que les scientifiques alimentent depuis plusieurs dizaines d'années de manière ouverte. Ils travaillent très bien, donc c'est des données qui sont qualitatives en plus. Et voilà, et AlphaFold arrive là-dessus, s'entraîne sur ces données-là. Et bien sûr, derrière, ne rend pas du tout public le reste. C'est-à-dire le reste, ça veut dire son code d'entraînement. Les premières versions d'AlphaFold, sous pression de la communauté scientifique, ont été mises à disposition des scientifiques. Le code a été ouvert, mais évidemment, ça suffit pas quand on fait de l'IA d'avoir le code. Il nous faut encore pouvoir avoir accès aux données d'entraînement. Là, on en aurait une partie. Mais après, il faut encore pouvoir réentraîner en local pour pouvoir mettre au point une IA du type de celle d'Alphabet si on veut pouvoir un peu comparer les résultats, les évaluer. Mais là, en tout cas, ce qui se passe, c'est que la dernière version d'AlphaFold est complètement fermée. Les chercheurs ont le droit de l'utiliser, mais c'est à condition d'être sur la plateforme d'Alphabet. C'est limité en nombre de requêtes par jour. Enfin voilà, il y a un ensemble de limites qui fait que les chercheurs du secteur public, veulent utiliser un outil qui est très puissant, qui est mis à disposition par un acteur privé américain, là pour le coup, et qui limite le travail des chercheurs. Et où c'est assez, en tout cas, ça pose des questions. Il y a au moins deux zones de questions, je trouve. La première, c'est que on a un certain nombre de biologistes qui se disent j'arrête de travailler sur le pliage des protéines parce que c'est pas possible de faire de la recherche avec AlphaFold pour des questions d'éthique, de valeur. Hein. Les scientifiques ont un certain nombre de normes qui cadrent leur activité et qui sont pas toujours alignées avec l'usage d'AlphaFold. Donc on se retrouve quand même dans une situation où, en raison d'un monopole d'un acteur qui détient une IA générative très puissante, eh bien, on assiste à une stérilisation de champs de recherche, en tout cas de la recherche publique. Donc là, ça peut poser des questions sur qu'est-ce qui va se passer par la suite. L'autre problème, alors outre les questions de dépendance aux puissances de calcul, aux cartes graphiques, enfin je rentre pas là-dedans, mais même si on voulait développer des IA type AlphaFold, là chez nous en France, ce serait quand même, on pourrait peut-être le faire, mais c'est vraiment difficile. En tout cas, ça crée des chaînes de dépendance qui peuvent être problématiques aussi, mais surtout où ça devient peut-être une stratégie d'influence, ou en tout cas il se passe quelque chose, c'est que quand on utilise une IA comme AlphaFold, en fait, on n'arrive plus tellement à expliquer pourquoi le résultat est sorti, quoi. On sait que quelque chose est sorti en sortie, on sait ce qu'il y avait en entrée, on comprend plus ou moins ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est impossible de comprendre complètement ce qui s'est passé. Donc, c'est des résultats scientifiques qu'on ne peut pas complètement évaluer parce qu'il y a une forme d'opacité. Mais en plus, on peut vraiment se demander, qu'est-ce qu'on produit? Est-ce que c'est toujours de la science? En fait, non. S'il n'y a plus d'explicabilité et que derrière le critère, ça devient l'efficacité, parce que AlphaFold, ça marche. C'est vraiment, ça fonctionne. Les données en sortie, fonctionnent. On peut créer des nouveaux médicaments. Et donc c'est efficace. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de remplacer l'explicabilité par l'efficacité? Et quelque part, est-ce que derrière des IA génératives, là je prends le cas d'AlphaFold, mais on peut se poser la question sur d'autres IA génératives, est-ce qu'on n'est pas face à une idéologie, en fait? C'est pas juste une technique, derrière il y a vraiment une vision du monde, et quelque part il y a aussi une attaque du modèle participatif et collectif de construction, du processus de construction de la connaissance, ici de la connaissance scientifique. Donc on est avec ce type d'IA dans un projet quelque part de refondation de la façon dont on va produire de la connaissance et qui, quelque part, est aligné sur un projet non interventionniste de laisser faire. Hein. Prenons des datas, mettons un peu de calcul, laissons faire, la connaissance sortira. Mais derrière, c'est extrêmement différent
de ce que c'est que de produire une connaissance. Et là, peut-être ça reboucle aussi avec ce que disait Hélène tout à l'heure sur le statut de l'expertise. Elle parlait du remplacement de l'expertise par l'opinion. Bon, bah là, c'est peut-être une mise en concurrence de l'expertise collaborative, collective du scientifique et de la recherche scientifique par une technologie qui en fait ne raisonne pas, qu'on ne peut pas évaluer en plus et qui est de l'ordre du laisser-faire. Merci beaucoup. Effectivement, ça fait également écho à ce qu'on dit depuis le début, d'ailleurs, sur la question de la souveraineté, que ce soit sur les outils, mais aussi sur les données, et l'explicabilité, pardon, également liée à l'usage des intelligences artificielles, qu'on a aussi un petit peu abordé depuis le début. Et pour continuer avec cette notion d'hybridité et aussi cette difficulté à distinguer, alors justement, est-ce qu'on peut parler de guerre ou de paix, je ne sais pas, mais c'est des frontières qui sont un petit peu dans un brouillard actuellement. Émilie, vous avez participé à l'organisation d'ateliers de lutte contre les manipulations de l'information. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, nous expliquer quels sont les acteurs impliqués et comment contribuent-ils à la défense nationale informationnelle, si tant est que l'expression puisse être dite comme ça? Bon, on va pas pinailler sur les mots, hein, mais en tout cas, je trouve que ce qui est intéressant dans ce que vient de dire Cléo, c'est le fait que l'usage de l'information, parce qu'on est là pour parler de géopolitique de l'information, elle est au service d'une idéologie, hein, qu'on tourne la tête vers l'Est ou l'Ouest du monde. Voilà, à chaque fois, il y a quand même cet enjeu-là. Donc les institutionnels, dès 2023, en fait, se sont organisés pour répondre à ces attaques informationnelles qui, je pense qu'on l'aura compris, sont un vrai poison pour nos démocraties. En tout cas, ont des effets, notamment sous l'effet des plateformes, des choix algorithmiques, etc., qui sont absolument néfastes, hein. On évoquait tout à l'heure Portal Combat, et je vous invite vraiment à lire les rapports de Viginum, hein, qui est l'entité qui, en France, est chargée d'étudier les ingérences étrangères, et en particulier lorsqu'elles ont un impact sur le débat public. Et effectivement, donc cette cellule ASO pour laquelle j'ai la chance de servir, donc ASO, ça veut dire anticipation, stratégie, orientation. En fait, c'est une cellule qui s'est organisée pour travailler avec d'autres institutionnels que sont notamment Viginum, hein, qui dépend du secrétariat général à la défense nationale, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, hein, qui est quand même chef de file sur la lutte contre les manipulations de l'information, mais aussi les services du premier cercle, le commandement cyber de défense, la DGA aussi, hein, qui est présente aujourd'hui. Et en fait, en 2024, il y a vraiment eu cette, je pense, alors qui était déjà présente, mais en tout cas qui s'est structurée, cette idée de lancer un appel à la mobilisation générale. C'est-à-dire de dire, en fait, cette situation, cette problématique, on ne pourra pas la résoudre seul. Et d'ailleurs, le général Burkhardt le disait très bien, ça n'est pas juste le problème de l'armée, ça n'est pas juste le problème des institutionnels, c'est un problème qui est profondément ancré dans la société. Et donc, ce cycle d'ateliers, de conférences que j'ai eu la chance de co-organiser, copiloter avec le CNRS, que j'ai la joie aussi de voir dans cette salle, mais aussi le campus cyber et puis l'INRIA. L'idée était de mettre autour de la table les institutionnels. Donc, je viens de citer Viginum, le ministère des Armées, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. On a le ministère de l'Éducation nationale. Hein. On a des professeurs qui sont venus nous voir et qui nous ont dit, mais en fait, moi, aujourd'hui, le fait historique, c'est compliqué de l'enseigner en classe. Les choses sont remises en question. Donc, voilà, vraiment mobiliser l'ensemble des institutionnels, les académiques. Hein. Donc, voilà, effectivement, la science est la première victime de la guerre informationnelle, des industriels, parce que effectivement, aujourd'hui, il y a un vrai enjeu autour d'identifier des acteurs de confiance qui vont être capables
d'aller chercher le besoin des institutionnels et de proposer des réponses techniques, notamment, par exemple des contre-mesures, ou être capable de détecter dans le champ informationnel des attaques. Des journalistes aussi, hein, on a eu la chance d'être soutenus par RFI, TF1. Et donc ce cycle de conférences a vraiment eu pour objectif de décloisonner et de mobiliser tous ces acteurs pour construire ensemble notre défense collective. Et donc, on a un peu plus de 250 personnes tout au long du cycle qui se sont mobilisées. Ça a donné lieu à un ensemble de productions. On a aussi organisé des webinaires dans lesquels on a fait intervenir des experts, notamment je pense que vous le savez, mais effectivement, les pays nordiques sont voilà, travaillent beaucoup sur ces sujets de guerre cognitive, de lutte contre les manipulations de l'information. Donc, on a eu, je vais citer James Pavent, mais on a eu plein d'intervenants vraiment passionnants sur le sujet, qui sont venus nous raconter comment eux, au quotidien, vivent voilà, cette situation. Taïwan, enfin, vraiment des interventions passionnantes, et puis des productions et des collaborations, c'est-à-dire il y a un appel à projet là, récemment, qui a été lancé par l'Agence Innovation Défense, effectivement en lien avec la résilience des citoyens, et enfin sur la thématique de la résilience des citoyens, directement liée à la guerre cognitive. Et donc ça a permis notamment à des chercheurs de rencontrer des industriels, et de aussi parfois mieux comprendre quels peuvent être les besoins des institutionnels. Voilà, il y a vraiment cette idée effectivement de décloisonner, et aussi donc d'aller chercher diverses compétences, aussi de dire en fait pour contrer ces attaques, il ne faut pas simplement des solutions de détection, des solutions cyber. Il faut aussi des spécialistes en sciences humaines et sociales, et qui vont apporter leur lecture, hein, comme le fait Cléo, pour comprendre en fait quels sont les mécanismes qui font qu'une population est plus ou moins réceptive à tel ou tel message. Donc ça, c'est vraiment important. Et donc, dans le cadre aussi de ce cycle de conférences, on a remis un prix d'un CTF. Donc CTF, c'est un Capture the Flag, d'OSINT, donc de recherche de données, d'espèces d'enquête de données en source ouverte. Et donc là aussi, c'est hyper intéressant, c'est-à-dire qu'on a... donc c'est le ministère des Armées qui a organisé ce challenge. Et donc, on a des gens qui, par exemple, étaient je sais pas, un mécanicien d'hélicoptère qui n'est pas du tout un expert d'analyse de données en source ouverte. C'est pas du tout son métier, mais qui en fait s'est révélé en participant à cet exercice, enfin ce jeu qui a été organisé à grande échelle, et qui a quand même, on a eu 500 participants. Enfin, le truc, on a été complètement dépassé par le truc. Et donc c'est aussi ça, c'est de dire en fait on a tous des compétences qui peuvent effectivement nourrir ces réflexions et nourrir des actions pour mieux se préparer et répondre à ces attaques. Et un succès qui confirme aussi le regain d'intérêt pour la discipline plus globalement. Et en sous-texte, vous évoquez aussi, et Cléo, vous l'avez fait précédemment, la question des biais cognitifs, qui mériterait une table ronde en tant que telle aussi. Et pour terminer, Hélène, on va avoir des questions sur le journalisme. D'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais vous pouvez également poser des questions pour les personnes qui sont à distance. Émilie, vous avez évoqué tout au début l'enjeu de mieux détecter. Il y a des passerelles avec les médias qui peuvent être faites sur ce sujet-là. Et donc, Hélène, en tant que journaliste, quelles sont les difficultés face à ces dynamiques informationnelles? Comment maintenir une exigence de fiabilité dans un environnement médiatique saturé d'émotions et de vitesse? Et avec les outils d'intelligence artificielle qu'on peut également rajouter. Alors, les difficultés, effectivement, pour rebondir sur l'intelligence artificielle, par exemple, on a vu, et on l'a vu encore très dernièrement. Moi, j'exerce ma profession en province, à Rennes. Une attaque
qui était orchestré par des acteurs, on va dire, pro-russes et pro-chinois en direction de presse quotidienne généraliste de province. Alors en Bretagne, par exemple, c'était des faux titres qui s'intitulaient Actu Bretagne, je crois, mais il y avait l'équivalent dans d'autres régions et qui reprenaient des titres et des articles tout à fait anodins, exactement similaires à ceux que notre PQR peut publier. Et puis au milieu de ces articles-là, il y avait un entrefilet qui était anti-ukrainien, qui critiquait la position de l'Occident et la possible participation à ce conflit. Voilà. Donc, on n'est pas épargné et l'intelligence artificielle génère de plus en plus, et on s'y attend de plus en plus, hein, avec la perspective des élections municipales puis de la présidentielle. On s'y attend vraiment beaucoup. Donc voilà, il y a l'aspect technologique, mais il y a d'autres limites et d'autres dangers qui datent et qui posent vraiment un problème. C'est qu'en fait, cette désinformation, elle prospère sur un écosystème médiatique dégradé. Je lisais qu'en fait, il y a seulement 29% des Français, selon la Digital New Report du Reuters Institute, seulement 29% des citoyens français déclarent faire confiance aux médias. Donc on a une érosion de la confiance envers les médias, qui est aussi alimenté, on va dire, par une concentration des médias. 11 milliardaires en France détiennent 80% de la presse quotidienne généraliste, 60% de la part d'audience télé et la moitié de la part d'audience radio. Donc forcément, ça ne facilite pas la confiance en les médias mainstream, comme disent en général les détracteurs. Voilà. Et puis, il y a, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Émilie, la rapidité et versus la fiabilité. On a un souci de plus en plus d'efficace. Ça nous impose en fait d'aller plus facilement vers des contenus courts, émotionnels encore une fois, et rentables. Je vous renvoie il y a quelques années, je crois que ça date de 2018, j'ai vu un documentaire génial sur Arte. C'était une série documentaire qui s'appelait Mission Vérité, New York Times et Donald Trump. Le New York Times, en fait, pendant un an, des journalistes se sont immergés et ont travaillé sur la manipulation des votes en la faveur de Donald Trump lors de sa première élection, évidemment. Et pendant un an, alors ça supposait évidemment des choix éditoriaux, des choix financiers aussi. Ça a été un long travail qui a nécessité des sacrifices financiers. À un moment donné, on voit le rédacteur en chef qui va jusqu'à vendre des locaux, hein, à New York pour permettre de continuer à rémunérer ces journalistes qui, pendant qu'ils font leurs investigations et qu'ils vérifient leurs informations, ne produisent pas. Donc c'est très long, en fait. Tout ça, chercher, vérifier, investiguer, ça va de plus en plus contrarié par le modèle économique et, on va dire, capitalistique des organes de presse. Donc voilà, ça, ce sont les enjeux. Alors, très rapidement, on a quand même de l'espoir. Il faut que nous, journalistes, on se reconcentre sur notre mission fondamentale, qui est donc d'informer, de vérifier et de contextualiser. On a expliqué ça tout à l'heure. Alors évidemment, on s'appuie, et je vais passer sur des outils technologiques, des extensions. On a des journalistes maintenant qui sont spécialisés en data. À France Télévisions, où je travaille, on a une rédaction qui est entièrement dédiée, qui s'appelle Les Révélateurs, qui est entièrement dédiée au fact-checking d'images notamment. Alors, ils ont des outils que moi, je ne connais pas, hein, que je ne manipule pas. Mais voilà, on va vers une spécialisation quand même des journalistes pour essayer de débunker, comme on dit en bon français, c'est-à-dire de déboulonner les fausses informations et vérifier.
Donc voilà. On a maintenant aussi, et vous les connaissez certainement, des émissions spécialisées. Il y a même des organes de presse spécialisés. RFI est très forte pour ça. TF1 aussi, France Télévisions également, avec Le Vrai de l'info qui est aussi sur France Info. Donc ça, ce sont vraiment, il y a maintenant ce sont des rédactions à part qui se sont spécialisées dans ce fact-checking. Et puis, rapidement, je termine, j'arrête là? Très rapidement, il y a aussi des détections, donc je disais de contenus, générés par, l'intelligence artificielle, et puis des partenariats. Oui, c'est ça que je voulais dire. Il y a quand même des partenariats qui se créent, notamment France Télévisions vient de créer un partenariat avec Viginum. Voilà. Merci, et on a pris un petit peu plus de temps parce que ça répondait déjà à quelques questions qu'on a eues en ligne, donc c'est parfait. Alors, on va pouvoir passer à des questions dans la salle s'il y en a. Je vais juste poser une première question qu'on a en ligne, et puis après, on va passer le micro dans la salle. Alors, une première question, enfin deux questions d'ailleurs, Christelle et Abdellah, qui se posent la question sur l'implication de la société civile comme acteur, alors plutôt défensif selon les questions, et la question de la sensibilisation de la manipulation de l'information et éventuellement les clés données à la société civile avec du fact-checking ou avec, Cléo, vous pourrez l'évoquer, éventuellement des wargames. Donc, pardon, pour Émilie et Cléo. Alors, c'est une bonne question. Et moi, ce que je trouve passionnant, c'est de regarder effectivement ce qui se passe en Ukraine, hein, pour répondre à la question de la façon dont on peut mobiliser la société civile lorsque celle-ci, évidemment, on n'espère pas qu'il va nous arriver la même chose, mais lorsque celle-ci est profondément attaquée. Alors, en Ukraine, c'est très visible parce qu'il y a un conflit armé. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'identité ukrainienne est attaquée. La culture, la langue, la question du patrimoine. Il y a beaucoup d'attaques qui visent à convaincre les familles de ne plus envoyer au front leurs maris, leurs enfants. Et donc, on a retrouvé des écrits, notamment expliquant que, par exemple, les coupures d'électricité qui ont entraîné des coupures de chauffage, tout ça est orchestré pour organiser le fait que les citoyens ne soutiennent plus l'armée, et quelque part qu'il y ait une forme de renoncement. Et donc, je pense que cette question, elle est importante, et en tout cas, elle doit nous faire réfléchir sur la culture de l'esprit de défense. C'est-à-dire que, évidemment, en tant que citoyen, il y a la question que je peux me poser, c'est-à-dire moi, comment je peux participer. Enfin, il y a plusieurs points. Comment je peux participer effectivement à la résilience informationnelle, comment je peux, à travers l'éducation de mes enfants, à travers le travail que je fais dans mon entreprise, participer à ça. Comment, en tant qu'entreprise, parce qu'en fait, on le voit dans les boucles d'innovation en Ukraine, l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire des gens qui étaient journalistes, qui faisaient des métiers divers et variés, se sont mis au service de la résilience de leur pays, et pour certains font du fact-checking. Pour certaines entreprises, se sont mis à développer ce qu'on appelle, en France, on parle beaucoup de technologie duale, ont mis la production de leur entreprise au service de l'économie de guerre, quoi. Et donc, il y a vraiment, je pense, cet enjeu de la prise de conscience que, alors effectivement, on est en France en dessous du seuil du conflit armé, mais on fait face quand même à quelque chose. Vous savez, c'est l'image de la grenouille qu'on plonge dans l'eau chaude. Si on la plonge tout de suite dans l'eau chaude, elle s'ébouillante et voilà, elle a envie de sortir. Par contre, si vous la mettez dans l'eau froide et que vous augmentez progressivement le thermostat, elle va pas se rendre compte. Et voilà, et donc elle va rester tranquillement à prendre son bain, etc. Et je trouve que c'est une bonne image, peut-être qu'on peut utiliser pour expliquer ce à quoi on fait face aujourd'hui. C'est-à-dire que petit à petit, ce qui nous permet de faire ciment dans notre société,
détricoté et donc est attaqué. Donc il y a plusieurs choses, hein. Il y a le fait effectivement je pense, de faire prendre conscience à la population de cet état de fait. Bon, ça, je le dis, mais je trouve que c'est un peu, on l'a tellement dit, et parfois ça peut paraître un peu tarte à la crème. En plus, il y a plein de chercheurs et de scientifiques dans cette salle, mais c'est vrai que la question de l'esprit critique, de la sensibilisation des enfants, apprendre à c'est quoi une information, c'est quoi un fait, c'est quoi une information, etc., c'est évidemment absolument fondamental. Mais je crois que, enfin, moi, ce que je pense, c'est que l'enjeu majeur, c'est vraiment que chacun prenne conscience qu'on a tous un rôle à jouer pour combattre ce phénomène. Il y a évidemment tout le rapport avec les plateformes, hein. On n'a pas parlé du Digital Service Act et du Digital Market Act, mais il y a un ensemble d'outils juridiques aussi. L'Europe commence à prendre conscience que effectivement les réseaux sociaux, les plateformes, c'est aussi un moyen de consommer l'information qui alimente ça, qui maintient les individus dans des bulles informationnelles. Et donc, voilà, il y a un vrai travail global et transverse à faire. Donc, merci pour la question qui pose, si je comprends bien, sur comment concrètement on agit une fois qu'on a posé le diagnostic. Bah oui, c'est effectivement la grande question. Moi, je peux répondre peut-être en 2 temps. D'abord, bah, encore, l'AID là a sorti un appel à projet. Vous pouvez plus postuler, déposer de projet parce que c'est terminé depuis vendredi. Mais justement sur la résistance, comment on résiste à tout ça maintenant que les diagnostics sont posés. Donc là, sur une échelle de 1 à 3 ans, il y a des travaux qui vont sortir avec des propositions et on a hâte de suivre ça. Voilà, donc ça c'est une première chose. Mais sinon, dans l'immédiat, oui, alors oui, il y a l'éducation. C'est vrai, ben, tu mentionnais la question des wargames. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien. J'ai développé un jeu autour de ces questions de guerre cognitive qui permet à la fois aux étudiants et étudiantes que je forme ben, de comprendre ces enjeux-là. Et à travers l'immersion ludique, donc là pour le coup c'est un jeu de société, de plateau, hein, il n'y a pas du tout de numérique, pas de jeu vidéo, rien. Mais à travers l'immersion ludique, on reproduit en partie quelque chose qui ressemble à l'immersion numérique, mais sans y être complètement immergé. Donc ça permet aussi de prendre de la distance en reproduisant quelques automatismes. Donc voilà, ça permet ça. Donc c'est sûr que l'éducation, après voilà, moi j'enseigne, donc c'est sûr que c'est un des leviers concrets. Il y a d'autres propositions bon, qu'on a avec des collègues hein, sur, par exemple, introduire des temps de pause avant de pouvoir réagir, simplement, avant de pouvoir partager un contenu. C'est tout bête, mais si on peut pas juste tout de suite réagir, mais qu'on est obligé d'attendre ne serait-ce que 5 secondes ou 10 secondes, ce qui se passe dans votre rapport à ce que vous êtes en train de lire, à votre réaction avec ce qui se passe en vous aussi sur un plan émotionnel, ça change beaucoup de choses. Donc peut-être que voilà la décélération, travailler sur la quantité, c'est aussi des actions concrètes. Enfin voilà, on a je réponds très rapidement, mais pour vous dire, il y a à la fois des initiatives qui vont être, enfin des propositions qui vont être faites là dans un court laps de temps entre 1 à 3 ans, je pense à travers l'appel de l'AID. Il y a la formation, l'éducation avec des nouvelles formes de pédagogie qu'on peut aussi essaimer plus largement dans la société civile et qui fonctionnent très bien. Et on peut passer aussi par les infrastructures ou par le logiciel, par la couche logicielle, c'est-à-dire empêcher certaines actions, en favoriser d'autres. Voilà, c'est aussi des pistes qu'on peut développer. Oui, en fait, quasiment tout ce que je voulais dire a été dit, mais donc bravo. Non, c'est juste pour insister vraiment sur ce que disait Émilie là, que le champ informationnel, c'est vraiment un espace de combat, en fait. Et c'est ça dont il faut avoir conscience aujourd'hui, parce que la France est submergée d'attaques informationnelles, tous azimuts, de toute nature, de l'absurde, on en a parlé, du très sérieux. Donc ça va des punaises de lit jusqu'à l'engagement de la France aux côtés de l'Ukraine. Là, on est vraiment dans des choses qui sont vraiment très sérieuses. Et donc la meilleure défense, on l'a dit, c'est vrai que la robustesse mentale,
la capacité de discernement, et ça c'est, je crois, dès l'école qu'il faut apprendre. On apprenait déjà à nos enfants, comme nous l'avons appris, à réfléchir par nous-mêmes. Et je crois que c'est d'autant plus important aujourd'hui d'apprendre aux enfants d'avoir cette capacité, à acquérir cette capacité de discernement, parce que toutes les campagnes informationnelles qui sont lancées contre un État ou une nation, c'est de briser la cohésion sociale, en fait. Donc là, le cœur du sujet, c'est ça. C'est de créer des ruptures au sein d'une société. Donc, d'où l'importance, effectivement, dès le plus jeune âge, de bâtir chez les enfants cette capacité de discernement. Merci. Hélène rajoute un mot, puis ensuite on prend les questions dans la salle. Rapidement, c'est vrai que je voulais souligner le travail assez remarquable que fait le CLEMI, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. J'ai appris récemment, c'est que maintenant, c'est que dès la maternelle, il y a des sessions pour essayer, à leur niveau évidemment, mais d'expliquer aux enfants qu'une fausse information, sur la base d'une rumeur, qui se propage dans une cour d'école, et ben, ça peut avoir des impacts désastreux et voilà, il faut vérifier. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que j'ai lu, alors sans avoir plus d'informations, mais peut-être qu'on on pourra en reparler, que des scientifiques britanniques et australiens ont développé un procédé d'inoculation psychologique. Alors, il y a beaucoup de termes santé dans la désinformation, on parle de virus, d'épidémie, là d'inoculation, mais donc ce procédé vise à exposer des individus à de courtes vidéos de désinformation et ensuite elles sont décryptées. Donc c'est aussi apparemment étudié pour essayer comment dirais-je, de nous armer, de mieux armer les citoyens face à la désinformation. Merci. Alors, on a beaucoup de questions en ligne qui sont très intéressantes, mais qui mériteraient presque chacune d'entre elles une nouvelle conférence. On va prendre quelques questions dans la salle, s'il vous plaît. En fait, j'ai une question. Je m'étais intéressé plus jeune à la décroissance. Je ne suis pas un expert, mais la décroissance, c'était à une époque où l'écologie était aussi importante. Et aujourd'hui, vu que j'ai l'impression que ça a l'air quand même assez incontrôlable, les nouvelles technologies et autres, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une décélération? On met pas un peu le décrescendo? Très bien, merci. On en prend une ou deux en plus, et puis après, on y répondra. Il y en a beaucoup. Je ne sais pas si on aura le temps de... On pourra en discuter après si vous souhaitez. Bonsoir. Question plutôt pour Boris Laurent et Hélène Pédèche. Je voudrais savoir si vous pourriez nous donner quelques similitudes et quelques différences entre les stratégies de désinformation américaines et la désinformation russe. Merci. Et une dernière. Ouais, allez-y. Alors, effectivement, vous pouvez aussi ajouter les stratégies de désinformation chinoises, dont on n'a pas parlé, qui existent notamment en Chine et en Asie. Et après, une petite question, mais de précision, quand vous parlez d'Alphabet, qui était la maison mère de AlphaFold, c'est la maison mère de Google Alphabet. D'accord, donc comme le code de Google est fermé, tout ce que fait Alphabet est fermé. Donc, une question quand même sur la Chine. Pour les présentations. Merci Oui, à vous. Une question quand même sur la Chine. Je ne sais pas si on a les interlocuteurs pour aborder ce point, mais on note pour éventuellement une prochaine table ronde. Merci. Et j'aurais une dernière question. On a abordé ce soir principalement le volet défensif. J'aimerais bien restreindre sur le côté peut-être offensif, notamment sur un volet français, dans le cadre où on arrive potentiellement à attribuer des actions. Est-ce qu'il y a une révision de la position française en parallèle à Defense Forward pour les Américains, également les Néerlandais qui ont fait une déclaration similaire les semaines passées? Est-ce que la France, que ce soit civile, militaire, a une position similaire ou pas du tout? Très bien, merci pour ces questions. Alors, on va prendre le temps d'y répondre. Sur la notion de décroissance et liée aux nouvelles technologies, est-ce que Cléo, vous souhaitez répondre? En tout cas, moi, je pense à titre personnel que c'est une piste à prendre au sérieux. Et dans le design d'interface, il y a des choses à proposer. Après, bien sûr, il faut que collectivement, on soit d'accord voilà, de s'orienter vers ce type de procédure. Mais oui, moi, je pense que c'est très clairement une piste. Merci, très concis
L'heure de fin se rapproche, non, mais c'est très bien, merci. Hélène et Boris sur la désinformation US et russe. Je ne sais pas si on peut faire quelques éléments de comparaison. Alors, j'avoue que j'ai pas étudié la désinformation russe. Donc, en revanche, par exemple, en matière de santé, la désinformation sanitaire est loin d'être l'apanage de l'administration Trump, hein. Début septembre dernier, des chercheurs ont mis à jour un gros réseau de publications de faux articles scientifiques, plus de 1500 études biaisées et qui ont été placés dans des revues scientifiques prestigieuses, Nature, JAMA, The Lancet, etc. Et ce sont des usines à publication qui apparemment seraient basées, entre autres en Russie, mais aussi en Ukraine, en Chine. Et d'après ce que j'ai lu aussi, peut-être en Indonésie. Donc voilà. Et puis la désinformation en santé venue des États-Unis, elle s'appuie aussi beaucoup sur, alors j'espère ne pas dire d'ânerie, mais sur la guerre cognitive. Comme en Russie, c'est harceler, saturer l'espace médiatique, dire des mensonges, même s'ils sont énormes, et de manière à déboussoler finalement le lecteur, enfin le récepteur, on va dire, et qui n'ait plus confiance ni en les institutions, ni en les médias, ni en l'État, et qu'il soit plus facile à manipuler ensuite. Oui, mais il y a un peu les mêmes systèmes, sauf que la différence majeure quand même, c'est que la Russie contrôle tous ces médias, que la population est comme vit dans un espèce de cocon pour l'instant, est préservée de cette guerre. Parce que les gens qui vont se battre en Ukraine, c'est pas tous les Russes de Russie. J'entends les Russes de la Grande Moscovie, on va dire. C'est des gens qui viennent beaucoup de l'Est de la Russie, qui sont payés très cher. Donc il y a la population vit quand même dans un cocon pour l'instant. Aux États-Unis, il y a des contre-pouvoirs qui existent encore, mais malheureusement, c'est pas suffisant. Mais il y a une prise de conscience quand même qu'il se passe quelque chose. Donc les gens sont très au courant en fait, parce que les médias continuent de publier. Bon, après, les réseaux sociaux, c'est souvent incontrôlable. Et donc, l'administration de Trump qui discute beaucoup sur les réseaux sociaux, le président en premier lieu, hein, qui publie beaucoup, balance ses infos sur les réseaux et après, voilà, ça se propage, quoi. Mais il reste encore des contre-pouvoirs aux États-Unis, dont une presse qui est encore libre, pour l'instant aussi. Bon, elle n'a pas encore été attaquée sur les fondamentaux, mais elle est encore libre. En Russie, c'est complètement différent. Le pays, c'est quand même assez fermé et tourne en vase clos, quoi. Donc la différence, elle est là surtout. Mais le problème, si je peux juste compléter, le problème, c'est que maintenant, la désinformation, aux États-Unis, elle est institutionnalisée. L'administration Trump a placé au pouvoir des principaux organismes sanitaires et scientifiques fédéraux des personnalités qui sont complètement acquises à sa cause et pour lesquelles désinformer, c'est juste une manière de gouverner. Merci pour ces éléments. Et la dernière question sur l'offensif, c'est pas obligatoire. Alors c'est marrant parce qu'il y a quelques personnes que je connais dans la salle et qui ont bien rigolé en disant, tiens, elle va se prendre la question. Bah, je pense que c'est une question intéressante, évidemment, qui alimente les réflexions des institutionnels. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience autour du fait que on ne peut plus subir la situation, et donc il y a une montée en puissance, je l'ai dit tout à l'heure, hein, du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, du ministère des Armées. D'ailleurs, la DICODE, qui est la délégation à l'information du ministère des Armées, publie à une page maintenant de debunking dans laquelle elle fournit un ensemble de faits sur des fausses informations qui ont pu être diffusées sur les armées.
je pense que tout ça, la question, la frontière entre le défensif et l'offensif, tout ça aujourd'hui est en train de se structurer, notamment sous l'égide du secrétariat général à la défense nationale, hein, qui est sous la responsabilité du Premier ministre. Donc, je ne suis pas forcément légitime voilà, pour le dire. Ce que je peux dire en revanche, c'est qu'il y a des choses qui sont très intéressantes sur le fait de ne pas subir et de vraiment prendre le taureau par les cornes, si je puis dire. C'est notamment le fait d'être capable d'expliquer ces phénomènes. Et donc, parfois, vous entendrez parler, par exemple, de pré-bunking. C'est-à-dire d'être en mesure de dire voilà comment la Chine, les États-Unis, la Russie structurent en fait leur stratégie pour manipuler les opinions et s'attaquer aux couches structurelles fondatrices de notre société. Si bien que le jour où effectivement on est touché par des attaques, des opérations de guerre informationnelle, on puisse dire en fait, vous voyez, on vous l'avait bien dit. Parce qu'en fait, ça fait partie de leur stratégie. Voilà, donc je pense que tout ça est en train de se structurer, mais qu'effectivement, il y a quand même une vraie prise de conscience sur le fait qu'on ne peut plus laisser passer le train et le regarder en marche, quoi. Il y a vraiment une prise de conscience. Et puis aujourd'hui, le sujet est pris à bras-le-corps et de façon transversale par les institutionnels. Ça, c'est vraiment important et c'est inédit. Il n'y a jamais eu autant de travail collectif entre le ministère de l'Intérieur, le ministère des Armées, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, notamment. Merci beaucoup. Pour petit tips aussi pour suivre lié à cette question, il faut regarder les offres d'emploi des différents organismes cités et on a parfois quelques indications. Et donc, alors je suis désolé, on a beaucoup de questions en ligne toujours, et j'imagine qu'il y avait d'autres questions dans la salle qui mériteraient plus de temps sur notamment l'efficacité des campagnes d'influence étrangère. Est-elle mesurée? Est-elle mesurable? Le rôle des médias dans la question de l'information et de la désinformation. La question des réseaux sociaux également, on a commencé à l'aborder. Mais en tout cas, on a eu là déjà un bel aperçu des enjeux majeurs actuels qui sont d'ailleurs transverses à beaucoup de problématiques au sein de l'Observatoire. On a déjà échangé sur la question de l'énergie, par exemple, mais pas que. Sur les outils, les questions d'algorithmes, d'intelligence artificielle. Dans les réponses aux questions, on avait également le renouvellement des grilles de lecture nécessaires pour que les citoyens s'en emparent aussi. Et justement, cette implication de la société civile. Eh bien, il est 20h03, nous sommes presque dans le timing. Nous vous remercions en tout cas de vous être déplacés si nombreux et on remercie les équipes de l'IRIS pour l'organisation de l'événement. Merci à tous.